Evan, tu parlais des imaginaires. Est-ce qu'on peut se dépêcher, comment peut-on se dépêcher à penser le changement ou à changer, ou simplement à agir en travaillant sur nos imaginaires et leur mise en œuvre. Alors, quels sont nos outils aujourd'hui et pour agir et pour créer nos boussoles ensemble. Alors, il existe des approches réflexives et créatives pour tester et projeter des scénarios qui vont croiser les bilans carbone et leurs effets, les effets probables, et enfin imaginer quelles seront les conditions de vie dans le futur, par exemple en 2050. Et le design fiction est un des exemples possibles. Il va employer des méthodologies et des outils qui vont permettre de projeter, de se projeter. Alors je reviens un petit peu sur le design. Le design, c'est pas proposer en fait des solutions qui vont répondre à des problématiques quotidiennes par le biais de méthodes créatives et de récolte de données en sciences humaines et sociales. Ça produit généralement du design de produits, du design de communication, du design d'espace. Et dans tout ça, on a aussi le design fiction. Le design fiction, il va se présenter comme une nouvelle façon de produire des récits et des objets. Alors, plus ou moins futuristes, plus ou moins dérangeants, plus ou moins dystopiques. Mais l'objectif, c'est de mieux appréhender le futur. Du coup, les designers, eux, ils vont montrer en quoi cette technique va consister et présenter des exemples de mise en œuvre. Alors, ils vont souligner, par exemple, l'importance du recours à l'imaginaire, puisqu'il s'agit bien de faire réagir une audience sur la représentation. Alors, on va utiliser des vidéos, des objets, des visuels sur des futurs possibles, plus ou moins désirables, et susciter un débat à partir de ces réactions. Donc, c'est vraiment des prétextes à réagir. Les scénarios, ils vont être possibles, c'est-à-dire ils vont pouvoir être réalisés, plausibles, ils vont être plus ou moins admis, probables, donc plus ou moins vrai, mais plutôt tendre vers le vrai, et préférables, ils vont mériter d'être choisis. Ce qu'on veut avant tout, c'est du désirable, parce qu'effectivement, ces changements, ça amène aussi beaucoup de pessimisme et beaucoup de détresse, en fait, et d'angoisse. Donc, comment est-ce qu'on va travailler, finalement, sur ce désirable? Donc, cet outil qui est plus ou moins émergent, quand même, le design fiction, a sans doute un rôle à jouer dans les démarches de créativité, d'innovation, d'aide à la prise de décision et de représentation de l'avenir. D'autant qu'il évolue assez rapidement parce qu'aujourd'hui, on a des techniques un petit peu nouvelles comme la réalité virtuelle ou la réalité augmentée pour mieux s'immerger, voir, se représenter, se rendre compte. Et comme tu disais tout à l'heure, Agathe, accélérons, décélérons, créons des itérations, c'est-à-dire des répétitions avec des variables, des allers-retours sur nos scénarios. Evan, tu parlais tout à l'heure des échelles macro et micro sur les projets. Le changement d'échelle va offrir des points de vue essentiels pour favoriser la critique et croiser les regards. Alors le design, lui, en fait, il va permettre d'avoir des formes de visualisation par le biais de storyboard, de visuels immersifs ou pas, des méthodologies, et ils vont avoir un impact sur une prise de recul, en fait, et offrir un diagnostic avec des signaux faibles, des signaux forts sur lesquels il va convenir d'agir. Et donc, par l'itération, on va revenir sur les signaux faibles, donc les opportunités et les menaces, de manière collaborative pour agir et trouver des pistes. Alors, sur le papier, ça semble théorique, mais le design a la force d'agir de manière implémentée sur le terrain. On se met en situation, on va fabriquer des jauges, on va fabriquer des indicateurs, des kits de survie, que sais-je. Fabriquons, testons, itérons. L'idée est de développer et de diffuser des scénarios, de mobiliser ensuite des acteurs et des leviers identifiés. Alors, si c'est les citoyens sur une échelle locale, allons-y. Si c'est les décideurs, avec des éléments qui permettent de les convaincre, allons-y. Si c'est les deux ensemble, allons-y. Les forces de frappe sont multiples. Je reviens sur les imaginaires parce que les imaginaires, en fait, sur chacun et chacune d'entre nous, à l'aune des médias, des films de science-fiction et des réseaux sociaux qui diffusent des informations sans que le citoyen ait les outils pour les décrypter, ils sont difficiles. Et donc, on va avoir des scénarios de plus en plus apocalyptiques en cinéma et on se voile la face, où on attend que le dénouement survienne et puis on tombe de survie. Est-ce qu'il faut suivre cette marche à suivre? Alors, la diffusion d'images de choc, par exemple, de la part des médias et la sensibilisation quotidienne n'outille pas plus les citoyens et contribue aussi à créer de la frayeur. Alors, comment outillons-nous les citoyens pour agir non plus pour faire uniquement le tri, mais pour être force d'initiative et d'action? Dans l'Antiquité, par exemple, les philosophes régissaient une vie sociétale, où le rôle de chaque individu, en tant qu'être social, résidait bien dans son implication sociétale. Sans cela, le citoyen n'était pas citoyen. C'est
pour les fans d'Aristote. Du coup, on va se retrouver avec des designers comme l'agence Vraiment qui vont travailler sur du design d'intérêt public, qui ont mené un petit programme avec des éléments qui permettent peut-être de retrouver du sens, des points de direction communs, créer de nouveaux sens peut-être, en partant d'éléments d'identification de signaux faibles. On va aller sur la création de réseaux d'agents témoins, puis ensuite on va observer des pratiques, ensuite on va avoir des entretiens avec des usagers et des agents publics, puis ensuite on va centraliser les informations, les traiter, produire de la matière, parce que c'est la matière qui va nous permettre finalement de faire ce rouage, ce rebond, pour aider au pilotage et ouvrir sur des options. Alors ça, c'était simplement un exemple de visualisation possible que le design peut amener dans ces regards croisés. Et je vous félicite pour vos interventions et vos positions, chers étudiants. Merci beaucoup à tous les trois. Vous avez mis en lumière de façon percutante, sans embâche, des presque paradoxes temporels de la transition écologique que l'on va garder en tête pour la suite de la journée. Alors je dis presque paradoxes temporels puisque Stéphanie, vous nous avez montré des façons de se projeter, d'anticiper qui permettent au moins en partie de dépasser justement ces ambiguïtés temporelles, on va dire. Alors, je ne vais pas reprendre, vous l'avez tellement bien dit, les différents éléments que vous avez pu évoquer, mais bien sûr je pense à l'idée de réussir à accélérer nos actions tout en décélérant nos modes de vie, ou comme tu l'as si bien dit Evan, l'idée en local de nous dépêcher de prendre le temps d'imaginer. J'ajouterais simplement une autre, oui j'appelle ça une ambiguïté, un paradoxe temporel que je trouve intéressante. C'est l'idée d'une longue emergency de James Howard Kunstler, qui est une expression qu'on peut traduire par l'oxymore longue urgence. C'est comment, dans les solutions qu'on cherche à déployer, on doit composer avec un déséquilibre évolutif permanent. Alors là, je reprends les termes de Dominique Dron et Patricia Corrèze-Léné. En tout cas, je trouve que c'est une difficulté temporelle de plus à laquelle on doit se confronter. Alain Bourque parlait justement du fait que l'adaptation, c'est un processus et non une action ciblée. Ça fait un peu écho, je trouve, à cette idée de longue urgence. Et tous ces aspects qu'on a évoqués, là, qui ont toujours un lien un petit peu avec le temps, j'imagine que les acteurs qui vont maintenant prendre la parole,